musicien. Pouvez-vous nous raconter votre trajectoire et ce qui vous a amené à devenir entraîneur? Entraîneur. Ouais. J'ai un double parcours. J'ai d'abord un parcours universitaire. Lorsque je suis rentré en SLAPS en 87, mon objectif c'était de devenir enseignant de licence, pas devenir enseignant. Et en rentrant en première année, je me suis aperçu qu'il y avait la possibilité de faire un double parcours, entraîneur et enseignant. D'ailleurs, c'était même favorisé à l'époque. Donc j'ai passé le brevet d'État pour le militaire. En même temps, j'ai obtenu mon doc STAPS, mon licence STAPS. Puis après, la maîtrise, après un DEMA, un DESS. Donc j'ai un bac plus 5 ans dans le domaine universitaire. Et là, je me suis aperçu que je ne voulais pas devenir prof de PS, mais je voulais plutôt travailler dans le domaine du commerce, dans le domaine du management, puisque c'était des formations qui se mettaient en place. Moi, j'ai un DEA en sciences sociales et j'ai un DESS en gestion des espaces sportifs. Et donc, parallèlement, j'ai toujours joué au foot. Et puis, lorsque j'ai eu le brevet d'État, en fait, ça simplifiait les clubs, parce que j'étais dans l'unité. Donc, à chaque fois, avec mon diplôme de moniteur, brevet d'État, j'étais non muté, mais en contrepartie, moi, je veux bien venir en club, mais si j'entraîne. Donc, j'ai entraîné à chaque fois pratiquement les équipes du club et les clubs, que ce soit chez les jeunes, après chez les adultes. Donc, par exemple, c'était de la DH à l'époque, 15 ans, c'était pas le 15 ans, c'était une deuxième année, correspondait aux 15 ans. Et après, au fur et à mesure, j'ai commencé à me poser des questions sur est-ce que finalement, moi qui n'ai pas eu un grand parcours de footballeur, puisque j'ai joué au niveau de la DH, donc l'équivalent de la R1 aujourd'hui, quelques matchs en D4, et la réserve pro de Valenciennes, pour des raisons de blessure ou autres. Donc j'ai pas pu signer un contrat pro, mais aussi surtout parce que mes parents étaient enseignants, me disaient à l'époque, et d'abord le bac, et après seulement, il faudra peut-être une carrière de footballeur professionnel. La blessure, des parents qui sont plutôt réticents, fait que j'ai choisi la voie des STAPS. Et je me disais, j'ai quand même pas réussi dans le domaine du foot, parce que peut-être je n'avais pas les qualités. Aujourd'hui, je m'en rends compte. Il y a des concours à circonstances pour devenir professionnel, mais aussi des qualités physiques que je n'avais peut-être pas à l'époque. Notamment l'accélération, entre autres. J'avais d'autres qualités, mais l'accélération, je ne l'avais pas. Donc je me suis posé ces questions-là en disant, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui un joueur moyen devient pro, ou un joueur qui a des qualités devient pro, et d'autres ne le deviennent pas. Donc j'ai commencé à m'intéresser à cet objet très rapidement, et l'une des clés c'était la préparation physique. Donc en même temps que les formations à l'époque, de formation en management du sport, j'ai fait les premières formations de préparation physique. Et quand je suis arrivé dans le club de Valenciennes, j'ai commencé à mettre en place des choses classiques, des tests de VMA, etc. Et l'entraîneur à l'époque qui était Ludovic Batelli, qui a après été en équipe de France, il a eu les espoirs en équipe de France. Donc j'ai été un peu le préparateur physique de l'équipe première de Valenciennes, qui était en national à l'époque. Et donc j'ai fait des tests, en même temps j'apportais des choses dans le domaine de la force, surtout, parce que j'étais intéressé énormément aux problèmes de musculation de force. Et puis après Didier Lincoln qui arrive. Et dans un premier temps, il me met sur le côté en me disant tu vas t'occuper de l'équipe réserve. Et au bout de 10 matchs, il est dernier. On me rappelle, il m'appelle. Et d'ailleurs, c'est le début d'une grande amitié parce que pendant 3 ans, j'ai travaillé avec Didier Lincoln. Je ne sais pas qui c'est. Didier Lincoln, il a entraîné Nice, il a entraîné Orléans. Il était considéré le Giroud des Vosges. Une carrière d'entraîneur hyper intéressante. Il a entraîné en Algérie aussi, me semble-t-il. Et avec lui, en fait, j'ai commencé à être un adjoint en charge de la préparation physique. Et enfin, le Graal. C'est-à-dire qu'en 2003, Daniel Leclerc arrive. Daniel Leclerc, c'est mythique chez nous dans le Nord. On l'appelle le druide, élu meilleur entraîneur en 98 de France. Il offre le titre de champion de France à Lens. Meilleur entraîneur en France en 98, devant Émile Jacquet, qui gagne la Coupe du Monde. Entre autres, c'est aussi un excellent footballeur, parce qu'en 77 ou 78, il a eu l'étoile d'or, l'équivalent du meilleur joueur en France, l'équivalent de Mbappé à l'époque. Et quand on me dit il arrive à Valenciennes, je me suis dit, c'est tout. Valenciennes, c'est fini. Et il m'appelle, 7h25 du matin, en me disant j'ai été champion de France 98, Coupe de l'année 99, je ne veux pas mourir bête, on m'a dit que tu es efficace, je te laisse un mois pour me prouver que tu peux être efficace. Et là, pendant un mois, j'ai bossé. Comme je bossais, donc à l'issue de ça, on a eu une amitié très forte, ce qui fait que c'est lui qui m'a mis vraiment le pied à l'étrier dans le professionnalisme.
Et c'est à ce moment-là où j'ai rencontré des joueurs comme Eric Schell, Steve Salidan. C'est des concours de circonstances, plus des rencontres qui font qu'aujourd'hui, effectivement, Eric Schell que j'ai en tant que joueur, je pourrais te raconter plein d'anecdotes, mais c'est déjà les heures. Mais on a aussi fait de l'amitié, du bien. Et puis l'année dernière, au mois de décembre, il m'appelle, il me dit tu viens faire la canne avec moi. On a mis une vidéo en préparation. Je trouvais à faire la canne 2 mois au Mali, puis après en Côte d'Ivoire. C'était inespéré. Voilà, c'est une expérience. Si tu regardes mon nom, tu vas voir à un moment donné, effectivement, je dois être appelé au Racing Club de Lens. Je dois devenir le préparateur physique du Racing Club de Lens. Mais il y a pour Leclerc, des sorties Leclerc. Leclerc était revenu dans le club et Gervais Martel, en mythique, le Racing Club de Lens, il m'appelle, je signe le contrat le 25 mai, le 27 un samedi matin. Daniel me rappelle avec Gervais, il me dit écoute, on va retarder un peu ta signature, est-ce que tu peux arracher le contrat parce que là il y a un problème et Daniel me dit je vais démissionner de Lens. C'est que des concours de circonstances. Mais en tout cas, ça m'a permis de comprendre pourquoi des genres de foot devenaient prêts. Voilà, c'est comme ça que j'ai mis. Donc le parcours d'entraîneur, c'est un parcours fait de connaissance de niveau chez les jeunes dans un premier temps. Puis après, j'ai aussi avec les catégories, je les ai toutes traversées pour arriver à un moment donné entraîneur-joueur. Mauvaise expérience, de être entraîneur et joueur à la fois, c'est compliqué. Ceux qui le font, qui réussissent, je tire mon chapeau, mais moi je pense qu'il faut avoir un certain recul, ou alors il faut être vraiment meilleur que les autres et être, comment on peut dire ça, irréprochable. À un moment donné, tu fais un match, le joueur te parle de temps. Et puis après, mon parcours c'est PALC, donc j'ai cité 6 ans au PALC en national. Puis après, j'ai été 1 an scout pour le FC Rouen, pour lequel j'analysais tous les matchs pour eux. Et ils sont montés de CFA en national cette année-là. Puis après, ça a été Wascal, 1 an, où j'aurais dû signer avec un certain Hervé Renard, deuxième année, et un Laurent Bonadei. Ce couple-là ont été en Arabie Saoudite, ils ont été sélectionneurs de l'équipe de France féminine. Et donc on a fait pas mal de rencontres, on avait préparé la reprise du championnat. Et puis là, politiquement, ils ont été renversés, donc on n'a pas pu signer. Du coup, je me suis retrouvé à Saint-Amand, en Lévin. Et puis après c'est tout. J'ai pas eu vraiment après par la suite, après Saint-Amand. Si, j'ai eu Fény, 1 an, en CFA2. Il y a eu une fusion, et puis la fusion ne me plaisait pas trop. Donc, et puis la manière dont ça se passait dans le club ne me plaisait pas trop. C'était pas très structuré, c'était très familial, mais pas très structuré. Donc j'ai arrêté. Et puis c'est là où je me suis lancé à fond dans le foot universitaire. Avec les garçons, avec les filles. On était champion de France en 2019 avec les garçons. Et avec les filles, on était champion de France en futsal 2022, foot extérieur, foot en 2023. Ça m'a permis de faire les ESA avec les filles. Et puis j'ai découvert un monde que je n'imaginais pas. C'est-à-dire des joueurs réfléchis, des joueurs de très bon niveau, joueurs et joueuses. Et en mars dernier, les DTN, qui étaient les deux, et puis Philippe Provost, nous ont conforté avec Sébastien Bachar au poste de sélectionneur de France. Alors du coup, quelle était votre pratique sportive avant de choisir ce métier? Quand tu rentres en STAPS en 87, ça a complètement changé. Quand tu rentres en STAPS, tu rentres avec une discipline. Donc moi je suis rentré en tant que figurant. Les figurants sortis avec 3 ou 4 disciplines, 3 sports. Donc moi je suis sorti avec une spé badminton et une spé judo. Ce qui fait que mes disciplines à elle, c'est le foot, ma discipline et le foot. Et derrière j'étais ceinture marron en judo, j'ai acquis dans toutes les formations en STAPS. Et puis en badminton, je défendais tout ça. Je n'étais pas classé parce qu'on faisait quelques compétitions au scolaire. Ouais. Okay. Alors, comment se passait d'athlète a-t-il influencé votre pratique professionnelle en tant que soit préparateur physique ou entraîneur? Comment ça a influencé ce passé d'athlète, que le foot ou le judo? Est-ce que ça a influencé? Bien sûr, le poste de préparateur physique, c'est d'abord une réflexion lorsque je suis étudiant, et je me dis mais comment se fait-il que je n'arrive pas à passer? Comment se fait-il que je n'arrive pas à accélérer? Donc c'était des questions comme ça que je me posais. Et j'avais rencontré à l'époque notre enseignant qui était Keller, rien à voir avec Marc Keller,
C'était un enseignant chercheur en physiologie de l'effort. Et donc j'avais une petite discussion avec lui et puis il m'a intéressé à l'objet préparation physique. Et par la suite, je me suis dit tiens, c'est un déterminant pour réussir, parce qu'à l'époque c'est ce qui faisait la différence, c'était le physique. Aujourd'hui c'est la préparation mentale, il n'y a pas que le physique. Donc moi ça a été surtout le fait de ne pas réussir et de ne pas avoir franchi le pas pour devenir professionnel. C'est ça qui m'a amené à réfléchir, à me dire mais qu'est-ce que je peux amener chez des jeunes, chez des joueurs pour qu'ils puissent s'améliorer. Pouvez-vous nous préciser quelle a été votre formation initiale? Je l'ai dit tout à l'heure, donc STAPS, français en STAPS, 2 années où j'ai d'abord obtenu un DUST à pas, puisque au départ je ne savais pas trop si j'allais réussir dans le domaine du professorat. Donc j'ai fait d'abord un DUST à pas pour sécuriser, et la même année j'ai passé le DUG, donc c'est les 2 premières années de STAPS, une DUG qui existe toujours, hein, ça s'appelle un diplôme dormant, et après une licence management du sport, DESS donc une maîtrise, et derrière la licence une maîtrise, et après un DESS, donc c'est ce qu'on appelle un bac de 5 pour un master en gestion des espaces sportifs, et mêlé d'un DEA en sciences sociales. Donc voilà ma formation de base. J'ai un bac plus 5 dans le domaine universitaire, dans le domaine fédéral, BE1, DES, GPS, parce que j'ai eu le BE2 et j'ai eu le DES. Donc j'ai eu le DES, GPF et performance football. J'ai eu le diplôme de préparateur physique inégalité, et j'ai aussi des formations connexes dans le domaine de la préparation mentale, mais aussi dans le domaine de l'analyse vidéo. Alors, comment pensez-vous votre formation continue? Comment actualisez-vous vos connaissances? Comme je suis enseignant en STAPS aujourd'hui, forcément il faut que je réactualise à chaque fois mes connaissances pour pouvoir les partager aux étudiants. Donc la formation continue, elle est un peu, on va dire, elle est faite par soi-même. Mais par exemple, je suis inscrit là pour une formation coach altéro qui va se dérouler à l'INSEP au mois de mars. Donc j'ai des capsules vidéo, je les relis, je les revois, et le 12 et 13 mars, je passe le CQP, coach altéro. J'ai 56 ans. Quand je regarde un petit peu ceux qui ont 56 ans, je me dis est-ce qu'encore ils se forment? Parce que je m'aperçois que j'ai des collègues qui depuis 10 ans ils font ça. Donc moi je continue. Là, juste avant de partir à la Cannes, j'étais surtout formé et formaté par Dartfish, un logiciel. Sauf que la Cannes fonctionne avec SportsCode. Donc en accéléré, j'ai fait une formation en analyse vidéo avec l'outil SportsCode. Et puis enfin, chaque année, j'essaie de faire au moins 3-4 jours de stage pour parfaire les manques en langue anglaise. C'est souvent des capsules vidéo ou des formations continues dans le domaine de l'anglais. Ok. Alors, pouvez-vous nous présenter précisément votre métier, votre rôle et les compétences, connaissances qui sont nécessaires pour atteindre vos objectifs, même si je le plus ou moins dit. Mon métier, c'est d'abord aujourd'hui, j'ai un métier à 3 volets. C'est-à-dire que quand je rentre dans une pièce, il faut imaginer que j'ai 3 murs. Et sur chaque mur, j'ai des tapisseries différentes et avec des décorations différentes. La première tapisserie, c'est celle d'être enseignant, c'est le mur de gauche. Donc là, le mur de gauche, c'est le côté enseignant où je fais des cours en foot et en management du sport essentiellement. Et en sport co, les théorie de groupe, management de groupe, des choses comme ça. Et ça me prend pas mal de temps. C'est la pratique physique, la pratique musculation aussi, j'ai oublié. Donc tout ça, ça me fait à peu près, normalement, un enseignant à l'université fait 384 heures. Et nous, comme il y a un manque de personnel, comme il y a un manque de collègues titulaires, je suis obligé de prendre des heures complémentaires. C'est pas une obligation ou avec le couteau sur la gorge. Je double mon service. Donc au lieu de faire 384 heures, je suis pratiquement à 750 d'heures de cours. Ça, c'est mes heures de cours sur l'année. Donc c'est lycée sur l'année, ce qui fait à peu près une trentaine de cours par an. Une trentaine d'heures de cours par semaine. À côté de ça, le mur d'en face, je suis directeur du service des sports. Donc directeur du service des sports, l'objectif, c'est améliorer les conditions d'accueil des étudiants sur l'université de Valenciennes, l'université polytechnique de France. Quand je dis améliorer, c'est aussi bien participer à la rénovation des équipements sportifs,
Depuis 4 ans, je suis directeur du service des sports. J'ai fait dépenser à mon président 2,5 millions de rénovation pour les bâtiments. C'est aussi développer la pratique sportive auprès des étudiants et du personnel. C'est de promouvoir le sport universitaire à travers les compétitions. On est passé par exemple de 250 licenciés chez nous à plus de 680 licenciés, avec un ou deux titres anecdotiques il y a 4-5 ans. Aujourd'hui, on a 4-5 titres de champion de France dans l'université. On a une progression, on est passé de la 80e place au challenge national des AS, on était l'année dernière 17e place. Donc voilà, c'est des progrès. C'est de promouvoir après le sport culture, le sport santé, le sport développement durable, avec des préoccupations modernes. Donc ça, c'est mon mur d'en face. Et en face, j'ai le mur de droit qui est en train de se monter, qui est la sélection équipe de France. Et cette sélection équipe de France, sélection équipe de France, c'est aussi gestion des équipes féminines dans mon université. Donc pour moi, je le mets dans le même lot, mais c'est d'essayer de regarder sur tous les matchs qui se déroulent en FFSU, les futurs joueurs ou les joueurs qu'on pourrait éventuellement repérer, participer comme aujourd'hui à un rassemblement et participer à des matchs de préparation, et en vue aussi d'organiser un championnat d'Europe dans les 2 ans. Quelles sont les valeurs qui vous tiennent du cœur dans votre profession? Là, je vais être simple. C'est la rigueur, l'exigence et la résilience. Et quels sont vos objectifs actuels et de progrès dans votre métier? Les objectifs, quand tu as goûté la canne, tu as envie de revenir. Donc là, ça s'est pas fait. Normalement, Eric Schell aurait dû signer au Nigeria, j'aurais dû repartir avec. On est toujours en contact, donc peut-être qu'un jour il prendra une sélection. J'étais en contact avec le Sénégal par l'intermédiaire d'un adjoint qui s'appelle Régis Bogart, qui est avec les U6, mais là aussi, ils se sont fait débarquer au début de septembre. Je ne perds pas l'idée que je pense que je vais postuler spontanément sur 2-3 sélections qui me paraissent intéressantes. L'objectif, c'est vraiment vivre ce moment fort. Ça, c'est un objectif personnel. Après, j'ai atteint pratiquement ce que je pouvais faire tous les matins quand je me dis quel bonheur, je m'en vais dans une faculté plutôt agréable où je vais enseigner des choses que je connais bien et que j'ai faites pendant plus de 15 ans. Donc j'aurais certainement d'autres objectifs. J'aurais bien aimé rejoindre à un moment donné une équipe de France. Parce que c'est une équipe de France FFF. Oui, ça c'est fait. Mais une équipe de France FFF, qu'elle soit féminine ou masculine. Et pour ça, il faut se détacher certainement de l'université. Est-ce que je suis capable de le faire? Donc je pense qu'à mon avis, j'ai atteint tous mes objectifs. Il me reste 9 ans. J'ai encore 5 ans pour être directeur des services des sports. 9 ans, je resterai enseignant pendant 9 ans. Donc voilà, à part on va dire l'extra professionnel et le côté foot haut niveau, je ne vois pas ce que je pourrais faire. Alors, quelle est votre conception de l'expertise dans votre profession et les critères qui permettent de juger de l'excellence d'un entraîneur ou d'un préparateur physique? Pour moi, c'est la faculté pour un préparateur physique ou d'un enseignant, cette faculté de pouvoir mettre des choses en place et de l'expliquer simplement et en ayant des références scientifiques, c'est-à-dire le justifier. C'est-à-dire que pour moi, il met en place quelque chose de cohérent dans une politique de club, dans une politique de jeu, dans une culture de jeu. Non seulement elle est cohérente, mais en plus elle est pertinente parce qu'il a un bon sens de l'observation, un bon sens de l'analyse, et derrière il est capable de le justifier. Pour moi c'est ça, c'est l'expertise. C'est quelqu'un qui réunit ces trois qualités. Une qualité de cohérence, une qualité de pertinence et une qualité de justification. Et justification, pas journalistique, scientifique, c'est-à-dire qu'il est capable de prendre des références pour dire voilà, je fais ça, parce que. Par exemple, il y a un moment, je ne l'ai pas dit, mais sur les coups de pied arrêtés ou sur les corners, je ne l'ai pas vu contre le match de Lyon, mais lorsqu'on perd un duel, il s'est passé un problème. Et c'est quoi le problème? C'est peut-être une flânerie sociale, c'est peut-être une paresse sociale. Et là, tu fais référence, c'est quoi la paresse sociale? Et c'est parti. Tu peux expliquer ce qu'est la paresse sociale. Et si ça impacte chez le joueur,
La prochaine fois qu'il y a un corner, il dit voilà, on va faire plus attention. Donc je pense que c'est ça. Et c'est aussi quelqu'un qui sait utiliser les outils à bon escient. Avez-vous à l'esprit un entraîneur ou un préparateur physique qui symbolise l'expertise à vos yeux? Ouais. Lequel? Grégory Dupont. Et pourquoi Dupont? J'ai manqué d'humilité. Et Grégory Dupont, quand moi j'étais en 2004 préparateur physique au VAFC, il venait observer mes séances. Et il ramassait les vols. Non mais c'est vrai, il est originaire de VAFC à côté, c'est lui qui me l'a dit. Parce que il y avait une fois à Lille, lorsqu'il était encore à Lille, il était revenu à Lille, avant qu'il parte à Madrid et après en équipe de France. Il était devenu maître de conférence en physiologie des femmes. Et donc il avait fait une conférence, j'ai été le voir, et puis je l'avais salué parce qu'il était avec le LOSC, il est parti après en Écosse je crois, et il était revenu au LOSC. Donc je l'avais félicité pour son parcours et c'est lui qui me rappelle cette année. Moi je me souviens même pas. Parce que voilà, donc il est venu on est venu à parler de ça, je ne l'ai pas du tout référencé, il avait déjà l'idée de faire ça. Et en fait, c'est un mec qui, non seulement sur le terrain, il est bon, mais en plus, il est docteur en physiologie. Et tout ce qu'il fait, c'est calculer, c'est mesurer, c'est pondérer, c'est propre. Voilà. Et pour moi, en préparation physique, c'est la référence. La référence en France, pratiquement même mondiale, hein, parce que champion du monde, il était là. Il a été avec Madrid champion League. Pour le foot. Maintenant, dans le domaine de préparation générale, il y avait Pradé, Michel Pradé qui a écrit beaucoup de bouquins. Il y a des références dans le domaine de l'athlétisme, que ce soit Gerbeau, Berthoin, Cazorla. Donc, ils ont mis en place des protocoles, des tests, etc. Mais je ne les ai pas vus en acte. Je ne les ai pas vus enseigner, je ne les ai pas vus entraîner. Donc voilà, pour moi, c'est une des références. Et en tant qu'entraîneur, Deschamps, il laisse rien au hasard, il a le côté sympathique avec les joueurs, mais il sait très bien gérer un groupe, il fait confiance et il fait appel à des experts pour pouvoir lui donner des réponses, et il utilise ces experts-là. Donc pour moi, c'est une référence. Et enfin, le deuxième que j'ai connu, c'est Daniel Leclerc. Quelqu'un qui a jamais fait d'études, mais qui a cette capacité à s'adapter aux situations et d'écouter, d'être à l'écoute de ce que les gens peuvent dire. Et ça, c'est une grande qualité chez un expert. C'est de ne pas penser qu'il a la science infuse, mais d'écouter aussi ce qui se fait, être curieux, tester, et puis après se refaire ses propres idées sans être arrêté sur ses idées. Quelle place accordez-vous aux qualités humaines dans cette expertise professionnelle? Elle est essentielle, c'est la base. La relation entraîneur-entraîné, s'il n'y a pas une relation de confiance, on peut toujours essayer de faire passer des messages, ça ne passe pas. Si à un moment donné la discussion est fermée, si les relations elles sont pas intimement liées, on est tous de passage, mais ça sera juste un passage. Hier on a eu la chance de rencontrer Steve Savidan. Je ne sais pas si tu as vu. On ne s'est pas vu, je crois, depuis 2 ans, ou 1 an et demi, non. On s'est vu il y a 2 mois. Parce qu'il est venu pour le CTBO. Quand je le vois et quand il me revoit, c'est comme si on était encore en 2004 avec la montée en Ligue 2. On s'est créé une amitié professionnelle, mais une amitié qui va bien. C'est-à-dire que je me pose cette question, est-ce qu'il va me reconnaître? Non, il me reconnaît. Et ça, c'est parce que on s'est fait confiance, il m'a fait confiance. Eric Schell, pourquoi il m'appelle à la cave? Il faut savoir, je vais te la raconter, la petite anecdote. Eric, on joue les premières années avec Daniel, on joue les 6 premiers matchs, 6 défaites. Eric Schell est arrière latéral gauche. Bon joueur, on le sent, mais 6 matchs, 6 défaites, 3 domiciles, 3 à l'extérieur. Dernier du national. Tu dis, il y a crise. Et donc Daniel Leclerc, le lundi matin, se réunit, il réunit tous les joueurs, et il fait crever l'abcès. Qu'est-ce qui se passe dans ce groupe? Il essaye de voir où sont les problèmes. Il m'avait demandé les poids de fond de chacun. On prenait les poids tous les lundis. Poids idéal, poids de fond. Moi j'ai mis les poids de fond. De tête,
Je crois qu'Eric était à 87 kg. Poids idéal 78. Poids de forme, on avait estimé en début des entretiens qu'il était 80 kg, c'était bien. À l'issue de la discussion qui a duré 3 heures dans la vestiaire, il est parti courir pendant 40 minutes avec les joueurs pour qu'ils prennent conscience un petit peu des problèmes. Quand on est revenu, Daniel l'a mis sur le tableau les poids actuels des joueurs et les poids que lui avait estimé qu'ils auraient dû être pour pouvoir performer. Les joueurs avaient exactement 10 jours pour le perdre, sinon ils étaient vivants. Et Eric avait 7 kilos. En 10 jours. On fait quoi? Eric, t'arrêtes le coca. Eric, t'arrêtes la sucrerie. Eric, t'arrêtes les pâtisseries. T'arrêtes tous les bons trucs. Tu manges de la salade. Tu fais un régime. Puis derrière, il faut doubler tes entraînements, perdre du poids. Donc avec Eric, on s'est retrouvés tous les jours à 7h du matin. Jardin de la Renelle. Alors que l'entraînement était 9h pour 9h30. Et lui, il m'avait donné rendez-vous à 7h du matin pendant 10 jours pour le faire courir avec gaine de sudation. On appelle du cellophane autour. Et on courait, je lui faisais des descentes. C'était un programme que j'avais établi pour lui pour qu'il puisse être au top. Et au bout de 15 jours, il avait perdu 5 kilos. Il avait perdu ses 5 kilos. Et même tête au dehors. Et là, le coach a ce génie de le replacer dans l'axe. Et à partir du moment où il a perdu les kilos, il s'est placé dans l'axe, on n'a plus jamais perdu dans ces matchs. On est monté les suivantes, on les connaît, avec des matchs incroyables en Coupe de France face à Monaco de Deschamps. Les Corso, il y avait Morientes, un truc de fou. On va aux prolongations, on perd le titre. Tu dis, c'est un moment incroyable. Mais tu vois, on parle de relation humaine. La relation, elle commence à se faire. Et à partir de là, à chaque fois, notre protocole, c'était quand on arrivait, c'était on se tape épaule contre épaule. Donc après, les autres voyants, ils faisaient la même chose. Et puis quand on arrivait, on disait ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Parce que durant tous ces 10 jours, quand ils faisaient les montées et les descentes, je dis hop, c'est tout. Ça, c'est fait. C'est fait. C'est fait. On a chié. Et ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Premier match qu'on gagne, il arrive, il fait ça, c'est fait. Quand on se retrouve à la Cannes, quand on gagne le premier match, il regarde, fait ça, c'est fait. Ces relations, quand elles sont très fortes, déplacent des montagnes. C'est sûr. Daniel Leclerc disait une équipe, c'est pas une addition de valeurs, c'est une multiplication de leurs valeurs. Quand tu as compris cette phrase, c'est-à-dire une addition de valeurs, c'est pas parce que tu vas mettre un super joueur, que tu vas avoir une équipe. Voilà, déjà. Tu peux mettre Messi, Neymar, tu peux mettre Mbappé qui était le trio rêvé pour pouvoir gagner tous les titres. Ils n'ont rien gagné sur l'aspect international. Par contre, tu as d'autres équipes qui, eux, échangent. Je parlais de valeurs tout à l'heure, l'abnégation, le courage, la rigueur, l'exigence, reste actuellement. Ils n'ont pas de gros joueurs. Et moi, j'ai la chance d'avoir eu Cameron Dumbia, qui a joué là 8 minutes hier. Et dans les discussions que j'ai eues par texto, il me dit coach, on a un groupe incroyable. On n'est pas plus fort que les autres, on est même peut-être plus faible, mais par contre on lâche rien. Ils sont en bloc. Et je sais qu'ils créent des relations très fortes entre eux. Donc elles sont essentielles. Et quelle place accordez-vous aux dimensions théoriques de votre activité sportive dans l'expertise professionnelle? La troisième place, pertinence, cohérence, pertinence, justification. La justification, elle est importante aujourd'hui, qu'elle soit prouvée scientifiquement. Quand quelqu'un annonce quelque chose et que ça n'a pas été prouvé, l'inverse est toujours possible. À partir du moment où il y a une idée, bon, c'est qu'un regard. L'analyse scientifique, c'est une paire de lunettes que je me place là et que je regarde. Et ça se trouve, j'ai une autre paire de lunettes qui est différente, avec une position différente, un regard différent. Mais au moins, il y a une justification. Donc pour moi, en tout cas de ma position, mais c'est un défaut professionnel, c'est le fait d'avoir fait des études supérieures dans le domaine universitaire. Ce qui fait que je suis toujours obligé de toujours justifier scientifiquement, entre guillemets, les choix que je fais. Et du coup, les dimensions théoriques seraient plutôt troisième place que les dimensions scientifiques. C'est pas en place, c'est la troisième donnée que je te dis. Okay. Pour moi, elles sont importantes. Elles ne sont pas essentielles, mais elles sont importantes. Et concernant les dimensions scientifiques, qu'est-ce que tu penses de ça?
de plus en plus, tu as des cellules performantes qui se mettent en place. De plus en plus, tu as des cellules médicales qui se mettent en place dans les structures professionnelles. Quand on a commencé le foot, nous, il y avait un peu de médecins pour l'ensemble du club. Aujourd'hui, c'est des médecins, c'est des kinés, c'est des ostéopathes, et chacun arrive avec son expertise et chacun explique le problème qu'a un joueur de genou, de cheville, etc. Et il nous explique scientifiquement ce qu'il a, des radios, et aussi après essaye d'agir pour pouvoir améliorer. Le préparateur physique, c'est la même chose. À un moment donné, on lui dit tiens, il y a une baisse d'activité. On fait la RPE, disponibilité de l'effort, très bien. Il y a un calcul, un indice de monotonie. Je ne sais pas si tu connais ça. Indice de monotonie, tiens, qu'est-ce qui se passe en indice de monotonie? Pourquoi? Alors, on a peut-être trop forcé. Parfois c'est l'affûtage, et tout ça, ce sont des concepts qui sont arrivés parce qu'il y a eu des gens qui ont réfléchi scientifiquement sur c'est quoi l'affûtage, c'est quoi la surcompensation, c'est quoi l'indice de monotonie, etc. Donc pour moi, elles sont essentielles pour un préparateur physique. Et d'ailleurs, c'est la place qu'occupe un préparateur physique, c'est pas talon-fesse, élévation de genou. C'est fini ça. Pour moi, c'est celui qui utilise les GPS à bon escient. Qui utilise les données. Il ne faut pas qu'il reste concentré que sur ces données-là non plus. Il faut qu'il garde aussi le terrain. Avant-dernière question, l'expertise révèle-t-elle davantage de la planification et ou de l'adaptation aux circonstances improvisation? Adaptation. Je vais répondre ça. Parce que pendant des années, j'ai cru que c'était important de planifier quand on ne changeait pas l'axe. Et Villas-Boas, j'ai eu cette chance d'être à Tottenham. J'ai fait 3 semaines à Tottenham. Et sous Villas-Boas, en stage d'observation pour les diplômes de préparateur physique Ligue 2. Et donc Villas-Boas, moi j'étais là dans la planification. Quelle planification? Par contre, quelle planification? J'ai dit, on planifie. On planifie tous les 3 semaines. On est constamment en adaptation. Entre le match, là cette semaine, on ne sait pas si on va jouer à 15h ou à 14h, le dimanche. Il faut peut-être lundi. Il dit on peut plus planifier sur l'année. Et ça c'est une ineptie. C'est d'imaginer qu'une planification, on doit la suivre absolument à cette idée de macrocycle, mésocycle. Ça c'est bon pour préparer un individu, à mon sens, un individu dans une discipline précise, un athlète qui va préparer le 100 mètres. Là oui, mais une équipe s'entraîne autant qu'un athlète, mais il y a des matchs toutes les semaines. On en parlait tout à l'heure. Je trouve il joue 70 matchs. Avec les matchs internationaux, 70 matchs. Donc tu planifies 70 matchs. Ça compte 4 semaines, 2 matchs par semaine. Si, ce que tu peux planifier, c'est la récupération. Et donc améliorer les conditions de récupération. Et de garder cette fraîcheur mentale. Tu peux travailler là-dessus entre ta partenaire. Mais après, est-ce que tu peux être dans le développement? Ils sont constamment en compétition. C'est compliqué. Moi, c'est pour ça que je dis planification, j'ai pas de mots. Alors que j'ai enseigné, j'enseigne encore. J'explique, c'est pas possible, c'est aussi, à l'intérieur, on le fait. Mais sur le terrain, c'est pas comme ça. Un entraîneur, il planifie. Enfin, j'en ai durant ce stage. On a fini de planifier. Mercredi matin, et puis après, l'issue de la séance d'hier a dû durer 1h10, mais qui a duré 1h25. Qu'est-ce qu'on fait? On perd de l'énergie, on est encore dans le bus, se déshabiller, se rhabiller, et puis l'après-midi, ça va être une routine qui s'installe. On a pris la décision avec Seb. On ne fait pas l'entraînement le matin, il faut qu'on fasse autre chose, un truc ludique, etc. La même chose quand tu as joué contre Chinon. L'après-midi, on devait faire de nouveau une séance. À quoi elle sert? C'est autre chose. On va faire autre chose. Parce que sinon, vous allez repartir. Alors peut-être certains sont frustrés en disant j'aurais bien voulu faire un entraînement plus. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut pratiquement jauger au jour le jour. C'est pour ça qu'il y a des séances. Et que chaque jour, en fonction de l'indice de monotonie là, et que le calcul que tu en fais, pas l'indice mais la RPE que tu as et l'association de tous ces indices que tu as, te donne un indice de monotonie, et c'est là où tu vas sentir. Alors, ça c'est scientifique. Après, tu as le ressenti. Moi, hier soir, j'ai ressenti 2 groupes. Un groupe qui avait envie de continuer à faire un entraînement, et un
deuxième qui disait très bien. C'est pas un des deux groupes qui a gagné. Moi, je me suis dit, on va garder un peu de fraîcheur et on va garder un peu d'énergie pour le match. C'est celui-là. Dernière question. L'expertise repose-t-elle sur des recettes qui marchent et ou sur de l'innovation au service de la performance? On est obligé de répondre à l'un ou l'autre. C'est soit les deux. C'est les deux. Bien évidemment. Parce que j'ai été influencé par le bruit, Leclerc, et les recettes. Et elles ont marché. De l'autre côté, tu as besoin d'avoir toutes ces données scientifiques, d'avoir des informations qui te donnent finalement des indicateurs, des signaux pour dire attention là, il va se passer un truc. Donc forcément. Bah merci Sébastien, merci Gaëtan.